En voilà de belles robes le long de ce tapis rouge. Ça brille, ça scintille, ça respire le satin, la soie et le luxe. Les projecteurs accrochent chaque pli. Et oui, les femmes sont belles, voilà même qu'elles sourient. Mais derrière la façade, les sourires se fissurent, se craquellent de toutes parts. Car sous les strass, il y a les doutes, les blessures invisibles, les ambitions brisées ou étouffées. Le regard des autres pèse comme des chaînes dorées. Et si le tapis rouge semble infini, il n'est peut-être qu'un chemin étroit, glissant, où chaque pas peut être jugé, applaudi ou condamné. Derrière les flashs, il y a le chemin de croix, des silences lourds et la même lancinante question: que faire de la considération des femmes? Le Festival de Cannes a longtemps répondu: rien. Peut-être pas de vive voix, peut-être pas gravé au fronton du Festival de Cannes, mais tout de même, les actes valent aussi bien que les mots. Première femme sacrée meilleure réalisatrice en 1993, Jeanne Campion pour son film La leçon de piano. Ou en 2011, quand 4 femmes se glissent dans la compétition officielle, faisant s'écrier Thierry Frémaux, le directeur du festival: c'est génial, nous n'avons jamais eu autant de femmes. Pour 4 femmes? Et que dire? Que penser lorsque ce même directeur, Thierry Frémaux, balaie la polémique Deep Erd d'une pichenette? Est-ce que, étant donné la polémique que ça suscite, les questionnements, vous vous dites depuis 2 jours, peut-être que j'aurais dû faire un autre choix que celui-ci? Non, non, pas du tout. Pas du tout? Non, non, pas du tout. On a décidé de montrer le film pour sa qualité propre. S'il y a quelqu'un au monde qui ne s'est pas du tout intéressé à ce procès qu'il a opposé à son ex-femme, c'est moi, donc j'étais pas du tout au courant de tout ça. Et non, c'est vrai, je suis un des rares types sur cette planète. Vous lisez pas les journaux? Pas l'avoir su, je lis très peu les Ça journaux. fait la une de toutes les télévisions du monde entier, Thierry. Vous pouvez pas dire que vous étiez pas au courant. Non, j'étais pas au courant. Bon, vous n'étiez pas au courant. Non, enfin, j'étais au courant comme ça, quoi. Mais je m'en fous un peu. Vous continuez à penser que c'est l'acteur Johnny Depp qui est reçu à Cannes? Ben, oui, c'est-à-dire qu'il faudrait presque faire le truc à l'envers. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est... Je le sais, là, en revanche, mais qu'est-ce qui aurait pu faire que nous prenions la décision de ne pas le faire? C'est-à-dire? Ben, on nous reproche de l'avoir fait, mais si on retourne les choses, quelles auraient été les raisons de ne pas le faire? Pour moi, la question est simple. Que faire de la considération des femmes? Certes, mais que font-ils des femmes, ces messieurs qui jugent, qui réalisent, qui distribuent? C'est la question que pose la gestion du festival et par extension celle du grand public. Comment consomme-t-on le cinéma à l'extérieur des salles de cinéma? C'est l'échec de nos sociétés modernes. Nous consommons le cinéma au travers de ces coulisses vendues en teinte rose bonbon. Nous ne nous intéressons plus aux actrices pour leur talent, mais à leur toilette, au buzz, qu'il soit bon ou mauvais. L'action du collectif La Barbe en est l'image parfaite. En 2012, lors du Festival de Cannes, elles ont manifesté sur les marches du Palais, alignant réalisatrices et actrices sous le slogan percutant: à Cannes, les femmes montrent leurs bobines, les hommes leurs films. Parce que cette année-là, sur les 22 films de la sélection officielle, aucune femme réalisatrice. Ce ne fut pas un oubli, pas un choix implicite, et un geste politique à sa façon. Que reste-t-il? L'image, le slogan, le marketing, les effets, les conséquences, une volonté d'agir? Que nenni, statu quo. Car l'époque est au TikTok bien troussée, volatile et éphémère. Nous en sommes là. D'une colère, d'un ras-le-bol légitime, les journaux et nous, consommateurs, complices, nous n'en faisons qu'un moment, une image forte, mais rien d'autre qu'une vaguelette lorsqu'un tsunami est exigé. Que dire aussi du malaise provoqué par la présence de Johnny Depp à Cannes en 2023? Pour beaucoup, sa montée sur les marches a réveillé une colère latente, celle du public, des créateurs, des actrices, lorsqu'ils constatent que la réhabilitation publique peut primer sur la responsabilité morale. Le cinéma n'est pas séparé de ce qui se passe autour.
Les débats de violence conjugale, de respect, de pouvoir, tout entre en jeu. Et lorsqu'on minimise ou passe l'éponge, le public le voit, il le ressent et s'en fout. Car oui, le danger est là. Le danger, c'est que la culture devienne jetable, une succession de moments sans engagement, sans réflexion, sans politique. Les puissants nous jettent des cacahuètes insipides, sans saveur, mais avec de la pyrotechnie, alors on applaudit à tout va. Nous sommes à une époque où tout doit être instantané. L'image, la polémique, la story. Les journaux et les réseaux transforment un geste, un mot, une robe en signal, en icône, et basta. Et on se sert des problématiques sociales pour faire du buzz, que l'on vient marteler du clic, des hashtags, des vues, et la souffrance des femmes n'est plus qu'un instrument de vente. Au fond, on n'en a rien à foutre d'Amber Heard et de toutes les autres. Ça prend un peu de place dans nos conversations outrancières, cela fait tourner la roue des indignations passagères en entendant la prochaine, et on repart consommer du cinéma sans se soucier du sang versé. Voilà ce que la société de consommation a fait de nous. Des moutons de Panurge qui perdent en humanité, en compassion pour l'autre. Mais qu'en est-il de ce qu'il y a derrière ? Ce qu'il y a avant, ce que l'on ne voit pas parce que ça ne se vend pas ou que ça dérange. Des femmes qui rêvent de réaliser, qui travaillent, qui peinent, qui tirent, qui militent. Le tapis rouge, les paillettes, les flashs, tout ça devient décor. Spectacle, performance, pendant que les vraies inégalités, invisibles ou tolérées, restent là, silencieuses. Il faut plus qu'une vaguelette pour changer la mer. Il faut des chroniques fermes, des chiffres publiés chaque année, des décisions concrètes, quotas de réalisatrices en compétition, reconnaissance des femmes scénaristes, productrices, techniques, des métiers rares, moins médiatisés. Il faut que le public exige autre chose que des robes, que les médias réduisent les femmes à autre chose que des silhouettes, et que les festivals cessent de tolérer que la peur du scandale soit une excuse pour le statu quo.
Rémunération inférieure aux hommes à beau costard, assez. Hypersexualisation à l'écran et en coulisses, assez. Le Festival de Cannes n'est pas le miroir déformant de la réalité de la condition de la femme. Il est à l'image du cinéma français dans son ensemble et du cinéma mondial en général. Un monde d'hommes, tout simplement. People just love that. I mean, that's just the way it is. So you know what I mean? People are just people. And I have to give people what they want. That's what keeps the shareholders happy. And people always ask for something new. Renewal, it's inevitable. At 50, well, it stops. What stops? What? What stops? You know, Oh, George! Oh! I'm sorry, I gotta run. Harvey! George! Those ratings are insane! You're a genius! Revenons sur la première édition du festival. Nous sommes en 1946, post-Seconde Guerre mondiale. Le pays commence à reprendre son souffle. Sans grand étonnement, les 9 membres du jury sont tous des hommes. Jusqu'en 2011, on cherche encore à la loupe les femmes présentes dans le jury. Il faut attendre 2012 et l'introduction de la question de la parité pour les membres du jury pour que le jury se féminise concrètement. Mais de 1946 à 2018, sur 747 jurés, seuls 172 sont des femmes. Et une autre question qui fâche, peut-on laisser une petite place pour qu'une femme préside le jury ? Pendant 20 ans, ces messieurs n'ont pas voulu céder cette place royale à une femme. Chapeau à Madame Olivia de Havilland, actrice anglaise, naturalisée américaine puis française pour avoir poussé ces messieurs. En effet, c'est au terme de débats houleux pendant lesquels elle n'a rien lâché que le film The Knack a obtenu la Palme d'Or. The Knack raconte une histoire très 60s, entre revendications anti-guerre au Vietnam et désir de vivre sa vie. Centré sur l'expérience de la liberté sexuelle, c'est un film moderne, jeune et pour adolescents qui remporte la Palme. Même si le couple monogame gagne à la fin, n'allons pas à l'encontre de la morale, on imagine bien ces messieurs atterrés et effrayés par un film bousculant les codes. On ne peut pas évoquer Olivia de Havilland sans évoquer son procès contre la Warner en 1943. Il faut rappeler qu'à l'époque, les actrices hollywoodiennes étaient esclaves des studios de cinéma. Rôle de nuche, plastique mis en avant, horaire de travail dément et déjà une obligation de continuer la promotion des films en dehors des plateaux de cinéma en s'affichant au bras des vedettes masculines. Olivia va faire éclater tout cela à travers un procès durant lequel les juges américains reconnaîtront le servage des actrices au profit des grands studios. Ce procès, qu'elle gagnera, changera à tout jamais la profession aux États-Unis. Aujourd'hui, si une actrice est libre d'accepter ou de refuser un scénario, c'est grâce à l'activisme d'Olivia de Havilland. Mais revenons à nos moutons de Panurge et ne nous réjouissons pas trop vite, car sur 78 éditions, seulement 14 femmes ont présidé. Cette jolie démonstration du patriarcat dans cette micro-société du Festival de Cannes a également son influence sur les lauréats. Pourquoi des hommes mettraient en lumière le travail des femmes ? Car oui, dans l'industrie du cinéma, on retrouve les femmes au costume et maquillage, car jouer à la poupée, on apprend ça aux petites filles. Mais une femme tenir une caméra, quelle idée ! Qui se souvient, qui a entendu parler d'Alice Guy, la première femme réalisatrice ? Il faut dire que son histoire a été gommée, proprement. Sans oublier... Le cinéma, c'est comme la bière. Tant que ça n'est pas une industrie, on laisse les hurluberlus et les femmes bricoler. Et dès que ça rapporte de l'argent, ça passe aux mains des hommes. Mais il y a des femmes aussi, les actrices. Il y a aussi des réalisatrices, des autrices, des productrices. Oui. Comme moi. Je m'appelle Alice Guy. À la toute fin du 19e siècle, je suis la secrétaire de Léon Gaumont. Il est ingénieur et tout ce qui l'intéresse, c'est de vendre ses appareils de prise de vue. Las, bien peu connaissent Alice Guy, née en 1873 et morte en 1968, alors qu'elle fut la première femme réalisatrice au monde et l'une des toutes premières cinéastes tout court. Sa trajectoire est celle d'une femme audacieuse, inventive, mais aussi effacée par un siècle de récits dominés par les hommes. Née à Saint-Mandé, près de Paris,
Alice Guy est la benjamine d'une famille nombreuse. Son père est libraire à Santiago du Chili et elle passe une partie de son enfance en Amérique du Sud. Revenue en France à l'adolescence, Alice suit une formation de dictalographe et entre en 1894 au service de Léon Gaumont, alors photographe et futur magnat du cinéma. C'est dans ce contexte qu'elle assiste, en 1895, à la fameuse projection des Frères Lumière. Là où beaucoup voient un gadget ou une curiosité scientifique, Alice Guy perçoit un formidable potentiel narratif. Le cinéma ne doit pas seulement montrer la vie, il doit aussi raconter des histoires. En 1896, Alice Guy convainc Léon Gaumont de la laisser tourner un petit film expérimental. Le résultat est La Fée aux choux, une scénette d'1 minute où une fée fait apparaître des bébés parmi des choux. Ce film est considéré aujourd'hui comme l'un des premiers films de fiction de l'histoire, contemporaine des premières expériences de Georges Méliès. Alice Guy ne se contente pas d'innover, elle ouvre une voie. Elle comprend que le cinéma peut être autre chose qu'un simple enregistrement du réel. Il peut devenir un art narratif. Elle explore déjà les thématiques de la naissance, du merveilleux, de la fantaisie visuelle qui marqueront nombre de ses productions. Gaumont est séduit par son audace et fait d'elle la responsable de production de sa société. Poste exceptionnel pour une femme à la fin du XIXe siècle. Alice Guy supervise des centaines de films, mais surtout en réalise elle-même plus de 700 entre 1896 et 1920. Elle expérimente sans relâche, trucage et effets spéciaux, avant même Méliès qu'elle inspire. Film sonore grâce au chronophone, système mis au point par Gaumont pour synchroniser images et sons. Film de genre allant de la comédie à la fresque historique et mise en scène féministe où elle interroge déjà la condition des femmes. Parmi ses œuvres marquantes de cette période, on retrouve La vie du Christ, 1906, fresque de 25 minutes tournée avec des centaines de figurants, une véritable surproduction pour l'époque. En 1907, Alice Guy épouse Herbert Blaché, collaborateur de Gaumont. Le couple part pour les États-Unis en 1908 où le cinéma est en plein essor. Là encore, Alice se distingue. Elle fonde en 1910 sa propre société de production, la Solax Company, à Fort Lee, dans le New Jersey, alors capitale du cinéma américain avant Hollywood. À la Solax, elle est à la fois productrice, scénariste, réalisatrice et directrice artistique. Elle impose une rigueur et une vision moderne, respect des décors, travail avec les acteurs, élaboration de scénarios élaborés. Elle aborde des sujets audacieux pour l'école, l'immigration, les inégalités sociales, le rôle des femmes dans la société. Elle signe notamment A Fool and His Money, premier film connu avec un casting entièrement afro-américain, une révolution dans un pays encore ségrégué. Mais à partir des années 1920, la situation change. L'industrie cinématographique se déplace vers Hollywood. Herbert Blaché dilapide la fortune du couple et finit par l'abandonner. Alice Guy, ruinée, doit fermer la Solax et retourne en France en 1922, seule avec ses enfants. Là, c'est le silence. Les années passent et malgré ses immenses contributions, son nom disparaît, peu à peu, des manuels d'histoire du cinéma. Mais son rôle de directrice chez Gaumont a longtemps été minimisé, ses films attribués à des collègues masculins. L'histoire est racontée par des hommes. Oh, ils m'ont fait des crasses, des crasses. Vous avez encore des films que vous avez tournés? Vous en possédez encore? Malheureusement, on n'en retrouve pas. On n'en retrouve pas? Non, mais moi je les retrouverai. Oui, être une réalisatrice au Festival de Cannes, il faut jouer des coudes parce que les places sont chères. Seulement 3 films d'une réalisatrice ont été diffusés en ouverture du festival. Manifestement, une réalisatrice en ouverture d'un festival, c'est encore trop ambitieux. Alors parfois, on saupoudre un peu de parité, mais point trop n'en faut, n'allons surtout pas ébranler les habitudes de ces messieurs bien installés. Côté Palme d'Or, il faut s'accrocher. En 72 ans de palmarès, c'est 4 femmes et seulement 4 qui ont décroché le Graal. Il a fallu attendre 1993 pour que Jeanne Campion, avec la leçon de piano, ouvre enfin la voie, ou pas, parce que ce premier prix a été partagé avec Shane Cage pour Adieu ma concubine. Pourquoi une femme mériterait cette récompense pour elle toute seule?
Il faut donc attendre 18 ans plus tard pour que le Festival de Cannes considère enfin que le travail d'une réalisatrice vaut celui d'un réalisateur. Félicitations donc à Julie Ducorneau qui en 2021 obtient la Palme d'Or pour son film Titane et cette fois-ci sans la partager avec un homme. 2018 fut l'édition de la prise de position. À l'initiative du collectif 50-50, 82 femmes issues du monde du cinéma se sont réunies sur les marches pour représenter le nombre de réalisatrices en lice pour la Palme d'Or depuis la création du festival. Si un collectif masculin avait souhaité faire de même, le nombre de marches existantes sur le festival n'aurait pas suffi, même en essayant de restreindre les égos et la testostérone de ces messieurs. Et oui, puisque 1688 hommes en compétition pour la Palme d'Or ont pu monter ces marches depuis la première édition. Un acte symbolique qui frappe sur des chiffres marquants pour promouvoir l'égalité et la diversité dans l'industrie du cinéma. Présente parmi ces 82 femmes, Cate Blanchett prononce un discours aux côtés d'Agnès Varda. En tant que femmes, nous faisons face à nos propres et uniques challenges. Mais nous nous tenons ensemble sur ces marches aujourd'hui comme le symbole de notre détermination et de notre engagement pour le progrès. La question de l'égalité salariale est également un sujet dans le monde du cinéma. Nous attendons de nos gouvernements qu'ils assurent que les lois sur l'égalité salariale à travail égal soient respectées. Et Agnès Varda conclut. Il est temps que toutes les marges de notre industrie nous soient accessibles. Allons-y, on monte. Et pourtant, malgré cet acte fort et frappant visuellement, en 2024, soit 6 ans après cet événement, seules 2 réalisatrices supplémentaires se sont ajoutées à ce nombre. Sur dorénavant 1790 films sélectionnés pour la Palme d'Or, seulement 84 sont des œuvres de réalisatrices. Si MeToo a tapé dans la fourmilière, les hommes y sont restés bien au chaud. Sur cette même édition en 2018, 16 actrices noires montent les marches pour dénoncer les discriminations qu'elles subissent en tant qu'actrices noires, cantonnées toujours au même type de rôle ou bien sous-représentées. L'actrice Aïssa Meiga, leader de ce mouvement, relate dans son livre « Noir n'est pas mon métier » les clichés, plaisanteries douteuses et pour d'autres carrément racistes que de nombreuses actrices noires ont subis. Une antillaise ? Forcément infirmière. Avocate ? Vous n'y pensez pas. Il n'y a donc pas que la minorité féminine qui est malmenée et mise de côté sur ces prestigieuses marches. Alors d'abord, ce que je dois dire, c'est que moi, je suis un petit peu... je suis assez privilégiée dans la mesure où j'arrive à échapper à des rôles stéréotypés, etc., etc. Donc ça ne parle pas uniquement de mon cas. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a des choses qui sont récurrentes, c'est-à-dire qu'il y a une façon d'assigner les acteurs qui ne sont pas blancs dans certains rôles. Donc les noirs, ça peut être soit le grand gaillard rigolard, soit le voyou, la femme, ça va être la prostituée, ou vous voyez, des rôles qui peuvent être assez dévalorisants parce que ce sont les seuls rôles qui sont offerts quasiment. Et sinon, il y a le problème de l'invisibilité. La plupart du temps, on ne voit quasiment pas d'acteurs noirs dans les films. Et le problème, c'est pas uniquement par rapport aux noirs. Le problème, c'est que la France est un pays métissé, un pays multiculturel, et que le cinéma se doit d'être le reflet de cette société. Même si le secteur du cinéma est un exemple parmi tant d'autres de la place des femmes dans le monde du travail, avec par exemple une rémunération moindre, une sous-représentation dans les postes à responsabilité, c'est aussi la question de la femme comme objet de contemplation qui fait débat. Derrière ces strass et paillettes, quel est le vrai visage du Festival de Cannes ? Le véritable problème, c'est le regard. Qui regarde ? Ceux d'en haut. Ceux qui tiennent la caméra, le micro, le chéquier. Ils sont blancs, ils sont vieux, ils ont passé leur vie professionnelle à arracher des privilèges, en verrouillant les postes, en ricanant dans les loges pendant que les autres attendaient qu'on les appelle. Au sommet, on a quoi ? Des gens pour qui les autres ne sont que menaces ou divertissements. Des gens qui ne veulent plus être dérangés. Pour eux, les autres, femmes, racisées, trans, précaires, ne sont que cela, menaces ou distractions, de la chair à canon pour spectacles malléables et dociles. Dans The Substance, présenté à Cannes, la réalisatrice Coralie Farja nous les montre. Ces ténors, ces gangsters, ce club de vieux boys décrépits en bande organisée qui sautillent comme des gosses lubriques autour de jeunes femmes à moitié nues dans les coulisses d'un show télévisé. Et putain, ils gagnent encore. Parce que pendant ce temps, ce qui fait le buzz, les pieds nus de Julia Roberts. Julia Roberts, actrice, réalisatrice, légende vivante, décide de monter les marches pieds nus.
Elle refuse les talons, un geste simple, puissant, féministe. Et là, ça déraille. On ne parle que de ça, on le transforme en buzz, en moment, dans un délire chronophage de temps de parole pour rien, occultant le message et la symbolique derrière. Et 2 jours plus tard, on parlera d'autre chose. Reste un joli symbole coup de poing pour protester contre le dress code qui, en 2015, aurait interdit l'accès au tapis rouge aux femmes qui ne portaient pas de chaussures à talons. L'actrice Emily Blunt, présente au festival en 2015, partageait sa consternation. Je pense que tout le monde devrait porter des chaussures plates pour être honnête. On ne devrait pas porter de talons hauts. C'est vraiment décevant en réalité. On pense qu'il y a de nouveaux progrès concernant l'égalité, que des personnes ne considèrent plus uniquement les femmes comme des objets de fascination intéressants à regarder. Et pourtant, que reste-t-il de cet acte fort qui dénonce la condition féminine ? Voilà où on en est. Les hommes peuvent courir en costard sur le tapis rouge, mais une femme qui enlève ses chaussures devient non pas un problème politique, car le geste de rébellion devient un sujet de divertissement. On réduit la colère en posture, on transforme l'acte en anecdote, on gobe le message sans en avaler le sens. Alors oui, le Festival de Cannes, comme dans l'ensemble du monde du cinéma, est en difficulté face à la question de la parité, car ces chers messieurs demeurent majoritaires dans l'industrie du cinéma, tous métiers confondus, et ne semblent pas prêts à laisser leur place à des femmes. Une étude de 2025 de l'Observatoire de l'égalité femmes-hommes avec le Centre national du cinéma souligne que la part des films réalisés ou co-réalisés par des femmes en 2024 ne représentait que 27,1% de l'ensemble des films. Les budgets alloués aux réalisatrices sont moindres que pour des réalisateurs, obligeant les femmes à produire par l'économie, ce qui entraîne un impact sur la qualité des films, bien évidemment. Et pourtant, des efforts sur la parité sont mis en place par le ministère de la Culture, avec des mesures lancées par le Centre national du cinéma, qui conditionnent notamment l'obtention des aides à la production en prenant en compte le respect de la parité femmes-hommes. Et comme le dit Jeanne Campion en 2009 lors d'une conférence de presse, j'aimerais voir plus de femmes réalisatrices, parce que vous savez, elles représentent la moitié de la population et ont donné naissance au monde entier. De maigres évolutions se font voir, puisque la proportion de premiers rôles féminins a augmenté en 10 ans, passant de 32% à 54% dans les 100 premiers films du box-office américain. Ces chiffres font écho aux violences subies par de nombreuses actrices, parfois même très jeunes, lors de castings ou de tournages insuffisamment encadrés, et que le mouvement #MeToo a mis en lumière. Alors pour se racheter une conscience, des obligations en matière de prévention et de lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel sont imposées depuis 2025 dans le cinéma français. Mais derrière ce beau geste qui cherche uniquement à redorer son image, n'oublions pas que le monde du cinéma, ce sont des femmes qui ont souffert, écrasées par le poids d'une société patriarcale qui instrumentalise et agresse les femmes. L'édition 2018 continue de marquer les esprits et à juste titre, avec une prise de parole de Asia Argento. En 1997, I was raped by Harvey j'ai été violée par Harvey Weinstein ici même à Cannes. J'avais 21 ans. This festival was Ce his hunting ground. festival était sa chasse gardée. I want to make a prediction. Je souhaite prédire Harvey quelque Weinstein chose. will never be welcomed here ever Weinstein again. ne sera jamais plus le He will live bienvenu in ici. disgrace, shunned C'est by une a film disgrâce. community that once Toute embraced une him communauté lui a and covered tourné up for le his dos. crimes. Même ceux And even qui tonight, l'ont sitting among n'ont you, jamais dénoncé there are those ces who faits. Et still parmi have to vous, be held dans le public, accountable il for y a their ceux conduct à against qui women, on devrait pointer for le doigt behavior à cause de leur that does not comportement belong envers in les this femmes, industry, un does not comportement belong in any indigne industry de or cette workplace. industrie, indigne de n'importe quelle industrie. Vous savez qui vous Most êtes. importantly, Plus important encore, nous savons qui vous êtes. Et nous n'allons pas vous permettre de vivre dans l'impunité. Car oui, l'ensemble des membres fidèles du festival étaient pour la quasi-totalité au courant des actes ignobles commis par Harvey Weinstein sur une centaine de femmes. Mais toutes ces années, il a pu pavaner dans les couloirs de Cannes et des studios d'enregistrement comme il le souhaitait, sous prétexte d'être un grand producteur de cinéma. Alors ce silence fait-il du Festival de Cannes un complice de Harvey Weinstein et entretient-il une culture misogyne ? En effet, que valent donc les propos aujourd'hui du directeur du festival, Thierry Frémaux, qui lors de l'édition 2025 prononce les mots suivants. Nous sommes attentifs à la libération de la parole,
comme au rejet absolu du moindre comportement répréhensible. C'est pourquoi, à partir de 2025, nous avons ajouté une clause à notre règlement concernant les films de la sélection officielle, engageant les ayants droit à garantir que les films soumis ont respecté et respectent la sécurité, l'intégrité et la dignité de tous les contributeurs et se conforment aux obligations légales. La journaliste militante Melissa Silverstein, fondatrice du blog Woman and Hollywood, dénonce l'hypocrisie qui baigne au sein du festival. Quand mes collègues et moi, nous nous rendons aux projections du matin à Cannes, nous croisons des professionnels du sexe qui finissent leur nuit. Les hommes riches qui se rendent au festival demandent de manière régulière aux publicistes de trouver et de leur envoyer des starlets sur leur yacht ou aux soirées. Le tapis rouge de Cannes constitue un cas d'école pour démontrer que la valeur d'une femme est basée uniquement sur son apparence. Et n'oublions pas que le festival refuse même d'avoir un espace pour les femmes travaillant avec leurs enfants. Mais le festival de Cannes n'est pas le seul à jouer la carte du silence en faisant mine d'être sourd. Revenons sur les Césars 2020 et le sacre de Polanski avec 12 nominations et l'obtention du César du meilleur réalisateur pour son film J'accuse. Fait ironique, puisque ce film évoque l'une des erreurs judiciaires les plus emblématiques de France, alors que Polanski est de nouveau accusé de viol. Le collectif féministe, composé d'artistes ou de professionnels du cinéma, @j'accuse Polanski, prend alors la parole. On ne peut être que triste pour toutes les victimes de pédocriminalité et de violences sexuelles qui assistent à cette impunité et à cette complaisance. On ne peut qu'être stupéfait de constater une fois de plus que les récits des femmes qui ont partagé leur histoire sont illégitimés. Mais au-delà de la violence de ces 12 nominations, qui retentissent cyniquement avec le nombre d'accusations pour violence, ne nous y trompons pas. Ces 12 nominations sont une démonstration de force patriarcale en réaction aux nouvelles voix qui font trembler la culture du viol dans le cinéma. Ces 12 nominations sont politiques. Elles ont pour but d'afficher la profonde solidarité qui existe entre agresseurs et leurs complices dans le cinéma, comme de partout ailleurs. Cette stratégie d'attaque des votants est aussi une façon d'intimider les victimes qui souhaiteraient s'exprimer ou s'organiser, mais aussi toutes les personnes qui songeraient à se défendre dans le futur. Le message est clair, peu importe la portée de vos récits, peu importe les mouvements de société qui appellent au changement, c'est nous qui tenons cette industrie, qui faisons et défaisons des carrières, ne l'oubliez pas. Mais le seul signal positif dans tout ça, c'est qu'une réponse ultra-conservatrice comme la leur montre à quel point ils ont peur de ce qu'il se passe en face. Et croyez-nous, ça ne s'arrêtera pas là. Le Festival de Cannes, en tant que plus grande vitrine du cinéma, ne doit-il pas jouer un rôle clé sur la place accordée aux femmes et plus largement sur l'égalité femmes-hommes dans le monde du cinéma? Le festival a souhaité mettre l'accent pour son édition 2025 sur une meilleure représentation des femmes dans le festival. Une table ronde sur les violences et harcèlements sexistes et sexuels a été organisée par le Centre national du cinéma, en partenariat avec Audience, avec pour question « Quelles prochaines étapes dans le cinéma après 5 ans d'action ?» Aurore Berger, alors ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, a conclu cette table ronde. Et justement, très bonne question. Quel avenir pour les femmes dans 5 ans? Le cinéma, support visuel par excellence, n'est-il pas qu'une simple mise en image de la réalité de la condition féminine dans notre société?